Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Vous le savez, votre émission où l'on traite de l'actualité sociale, politique, économique, sportive et juridique. Et aujourd'hui, on va faire un point sur le juridique et on va parler du CPC. Non, c'est pas le compte des produits et charges, c'est bien le code de procédure civile. Et pour vous, profanes, alors il y a deux solutions. Soit vous êtes de la profession, avocat, huissier, de profession extrajudiciaire, soit vous êtes un simple citoyen ou une simple citoyenne comme moi et vous avez envie de savoir quel est ce code de procédure civile, en quoi est-ce que cela vous concerne. Si un jour vous avez à faire face à la justice, eh bien ce code de procédure civile, il fait l'objet d'une réforme, les avocats ne sont pas contents, les huissiers ne sont pas contents. Pourquoi? On essaie de vous expliquer, de décrypter ça pour vous aujourd'hui dans Parole d'experts. Et avec moi aujourd'hui pour décrypter ce code de procédure civile et surtout les réformes et surtout ce que ça va changer dans votre vie, j'ai le plaisir de recevoir Maître Amar Benjelloun qui est avec moi, docteur en droit international et avocat au barreau de Rabat et de Marseille. Comment ça va, Sir Amar? Ça va, merci de m'avoir invité, c'est Faisal. Je suis ravi de te retrouver sur un plateau. Toujours un plaisir de débattre avec toi. Alors aujourd'hui, on ne va pas débattre, mais on t'a invité pour que tu puisses décrypter, nous expliquer, pas les tenants et les aboutissants, parce qu'on sait à peu près qui ils sont, mais ce que ça peut changer pour nous, citoyennes marocains, cette réforme du code de procédure civile. Alors, si vous avez lu un peu, si vous avez suivi, vous recevez ce que vous pouvez lire dans la presse, on voit que les différents barreaux sont pas très contents, que les huissiers... Alors, bizarrement, les huissiers, il y en a des contents, il y en a des pas contents. Je sais pas pourquoi, j'en ai appelé quelques-uns. Et surtout, qu'on revienne au b.a.-ba, nous expliquer le code de procédure civile, c'est quoi? On ne parle pas de code civil, on parle de code de procédure civile. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Le code de procédure civile, c'est tout simplement le mode d'emploi d'un procès, le mode d'emploi du fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que pour faire valoir une vérité, de faire valoir une obligation, de faire valoir un droit, cela se passe par un procès. Et donc, ce qu'on appelle un procès équitable, qui doit être équitable, selon des principes fondamentaux. Donc, un peu le code de procédure civile, cette horlogerie très minutieuse qui permet justement d'arriver absolument avec un risque très amoindri de l'erreur ou bien de l'abus à cette vérité ou bien à cette fixation de la responsabilité des uns et des autres. Donc un peu le code de procédure civile, c'est un peu le code qui rassemble l'ensemble des normes, des règles très minutieuses pour que puisse se faire un procès équitable et qui donne une légitimité à la décision judiciaire. Pour vulgariser, sur ce code de procédure civile, c'est comment on instruit un dossier, comment on va présenter déjà dans les formes, respecter les formes pour que ça arrive, et qu'après on juge au fond, parce que souvent on parle souvent de vice de forme, c'est souvent ça qui pose de vrais problèmes avant qu'on juge au fond, et donc tout ça c'est bien réglementé parce que le fond ne peut pas être traité si nous n'avons pas la forme. La forme, justement, elle est plus importante que le fond. Pourquoi? Parce qu'elle assure, justement, la justice. Elle assure le procès équitable. Ce qui est plus important que les intérêts des différents belligérants ou des différentes parties d'un contentieux, c'est bien évidemment la continuité de la justice et sa crédibilité, sa légitimité au sein de la société. Ce qui permet justement cet indicateur de confiance. Le marché, par exemple, fonctionne, ou une économie fonctionne par la confiance. La démocratie fonctionne par la confiance. La justice aussi fonctionne par la confiance. À travers quoi? À travers un procès équitable. Ce qui assure ce procès équitable, justement, c'est le code de procédure civile. Donc, ou le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, mais là on parle du code de procédure civile. Donc ce qu'on voit dans les films américains, lorsqu'on voit quelqu'un de relâché parce que la preuve n'a pas été recueillie dans les normes, voilà, ça existe aussi. Ah oui, bien évidemment. D'accord. Mais c'est souvent ça qui pose problème. Théoriquement, bien sûr. Théoriquement. Alors, ceci étant dit, maintenant, réforme du code de procédure civile. On ne va pas refaire toute la timeline, mais en tout cas, bon, c'est arrivé en juillet. Il y a des discussions. Est-ce que vous avez été, vous, consulté? C'est en tout cas ce qu'on lit. Voilà, parce qu'on ne réforme pas le code de procédure civile sans que le ministre ou les membres du gouvernement chargés justement de légiférer en la matière consultent, j'imagine, toutes les professions, à savoir les avocats. Est-ce que ça a été le cas?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Code de procédure civile, le projet de loi réformant le Code de procédure civile a été introduit par le gouvernement déjà depuis un moment. Oui. Là, je suis élu au Conseil de l'Ordre et au Bureau national des barreaux du Maroc, mais je ne parle pas au nom de ces institutions, je parle en mon propre nom. Donc les consultations ont été faites, donc ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est inscrite dans le marbre de la Constitution, où chaque projet de loi doit consulter les hommes de l'art, notamment la défense et les barreaux des avocats. Sauf que les différents accords avec les avocats n'ont pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons différents mémorandums qui ont été fournis par les différentes instances ordinales, dont l'association coordinatrice qui est l'association des barreaux du Maroc, à l'actuel et à l'ancien gouvernement, mais qui n'ont pas été prises en charge sur, encore une fois, des choses qui sont extrêmement fondamentales pour le procès équitable et pour le citoyen marocain. J'aimerais bien lever une confusion. Je saisis l'occasion de mon passage chez vous pour dire qu'en fait, notre position vis-à-vis de ce code de procédure civile n'est pas forcément une défense de la défense, ou une défense de l'avocat, ou une défense de la profession. C'est plus une défense de l'état de droit, du procès équitable, et donc des droits des citoyennes et citoyens marocains, parce que c'est aussi notre rôle que de plaider en faveur des Marocains. Alors maintenant, qu'on comprenne, et je compte sur ton talent de pédagogue et de vulgarisateur, parce que c'est important qu'on comprenne en quoi cette réforme, sur quel point particulier, extrêmement précis, ça change, et surtout, ça change la donne, et surtout, d'après ce que tu nous dis, ça a tendance à ne plus rendre un procès aussi équitable. Absolument. Alors qu'est-ce qui change dans cette réforme? Absolument. Je vous donne quelques exemples qui sont extrêmement significatifs. Je commencerai par selon moi, par le plus important pour les citoyennes et les citoyens marocains. C'est un projet de réforme de loi qui interdit l'exécution des jugements qui ont autorité de la force jugée, l'exécution des jugements contre l'administration publique et les collectivités territoriales. Ça veut dire stop. Non, mais parce que ça n'arrive pas à rentrer. Imaginons que j'attaque l'État. Magnifique. Une commune. Tout à fait. Ça peut être pour une expropriation, ça peut être pour un abus, j'en sais rien, bref, peu importe. Par rapport à un marché public, vous avez gagné, et que vous avez livré éventuellement votre prestation, vous n'êtes pas payé, vous poursuivez en justice, vous avez gain de cause en première instance et en cour d'appel administrative, vous n'avez pas le droit d'exécuter. Je n'ai pas le droit d'exécuter? Tout à fait, c'est écrit noir sur blanc. Alors, je fais un peu d'histoire. Je fais un peu d'histoire. L'ancien gouvernement nous avait ramené cette espèce de rêverie très exorbitante dans un article 9 de la loi de finances de 2020. Et ça avait créé un tollé, malheureusement. C'était en plein Covid. Alors, la loi de finances 2020 se prépare en 2019. Oui, donc c'était avant, oui. Et malheureusement, on a prêché par un abbé de confiance, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on était en train de leur faire rectifier le tir. Je m'explique. C'est qu'on s'était moqué du fait que les voies d'exécution, les mesures d'exécution n'ont rien à faire dans une loi de finances. Elles doivent se faire dans un code de procédure civile. Une voie d'exécution, des jugements, etc. Donc très bien, ça a fini par être plus ou moins abandonné parce qu'il y avait un échéancier de 4 ans, etc. Et donc là, ils viennent d'affiner, de rectifier le tir en l'introduisant dans l'actuel code de procédure civile. C'est pour ça que dans le Doing Business Afrique, on a perdu des points encore. On perd encore des points. C'est pour ça que... Sur l'item juridique, j'imagine. Absolument, parce que le procès équitable, la corruption... Tous ces différents indicateurs sont extrêmement importants pour la confiance dans l'économie. Mais est-ce que c'est constitutionnel, ça? Alors ça, est-ce que finalement aussi, c'est pas... Justement, mais est-ce que c'est pas de la perte de temps et d'argent? C'est-à-dire qu'on enclenche la procédure, c'est-à-dire qu'on va aller au procès, ça peut durer 2, 3, 4, 5 ans avec tous les coûts afférents pour l'administration et pour le justiciable. Pour arriver à la fin d'une décision, tu as gagné. Mais c'est une atteinte à la séparation et à l'équilibre des pouvoirs, parce que c'est un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Donc la notion effectivement constitutionnelle de la force ou de l'autorité de la chose jugée est complètement annihilée. C'est pour cela qu'il y a toute une vague intellectuelle et militante pour que
se constitue un groupe de parlementaires de plus de 70 parlementaires pour qu'il y ait une action près la Cour constitutionnelle. C'est quoi l'idée derrière ça? Parce que je sais que quand on parle de la loi, on parle de l'esprit de la loi. C'est quoi l'esprit derrière? L'esprit de la réforme, oui. Heureusement que c'est encore en discussion dans la deuxième chambre, l'esprit de la réforme, c'est tout simplement protéger, selon les dires et encore une fois la plaidoirie de ce gouvernement, protéger les fonds publics de ces communes. Mais lorsque vous êtes élu, ou vous êtes un wali ou un gouverneur ou tout le reste, quand vous ne respectez pas les entreprises, pourquoi vous allez éventuellement signer avec eux des marchés publics? Je vous dis autre chose, mon cher Faisal. Si cette norme passe, c'est la porte ouverte à la corruption. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'entreprise, en tant que PME, et on sait très très bien que les PME, l'ensemble du tissu des PME, c'est la première entreprise du Maroc. Et dans des pays en voie de développement, le premier client des PME reste l'État. Reste l'État et non le secteur privé. Quand je vais avoir vent et connaître cette norme qui existe dans le Code de procédure civile, je ne vais plus vouloir travailler avec l'État. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'État va pouvoir et avoir le champ libre pour désigner 4 ou 5 entreprises avec lesquelles ils vont vouloir travailler. Et donc, c'est la porte ouverte à quoi? Clientélisme, népotisme et corruption. Et cela, en tant qu'avocat défenseur de l'État de droit historiquement, parce que les avocats ont quand même participé à l'indépendance du Maroc, ont participé à la lecture des années de plomb dans le début des années 2000 à travers l'instance équité et réconciliation et tout le mécanisme des droits de l'homme. Donc nous sommes dans notre rôle que de défendre. Un retour en arrière monumental. C'est une régression constitutionnelle et droits de l'homme, effectivement. Ça, c'est premier projet de réforme et non négligeable. Deuxième point. Deuxième point qui est extrêmement grave, c'est par exemple l'article 17 du Code de procédure civile. L'article 17 nous dit que, par exemple, le parquet, donc le ministère public, donc le procureur, le ministère public a été indépendant du ministre de la Justice par la loi 33-17. J'ouvre une parenthèse pour dire que le mouvement des droits de l'homme au Maroc a parlé d'indépendance de la justice, a milité pour l'indépendance de la justice, mais n'a jamais traité de l'indépendance du parquet, qui par la Cour de cassation française est considérée comme une autorité administrative et non judiciaire. Eh bien, le procureur au Maroc, selon ce code de procédure civile, a le droit de contester un jugement définitif à n'importe quel délai, quand il veut, et que ce jugement soit dit et déclaré et prononcé en 1981, 1965 ou en 2023, il n'y a absolument aucun délai à ce qu'un procureur puisse réviser éventuellement un jugement. Sans aucune prescription, sans aucun délai, sans aucun délai, cassation. Tout va bien. Donc, un jugement définitif, je dis bien, c'est un jugement définitif en matière d'exécution, c'est la Cour d'appel. Parce que la cassation traite la forme et non le droit. Donc, le jugement définitif peut être considéré comme définitif en appel et donc exécutoire déjà en appel. S'il a été prononcé il y a 30-40 ans, il peut être contesté. Alors, contester dans le sens... Les mots sont importants dans le droit, parce qu'il y a la cassation. On peut casser un jugement, mais un procureur n'a pas le pouvoir de cassation. Bravo. Alors, le procureur, c'est quoi? C'est l'avocat de l'ordre public. Oui. Ça veut dire que l'avocat de l'ordre public, bien sûr, mais qui est une institution publique. Oui. C'est-à-dire, c'est une aile de la société, l'État. Absolument. Ouais. Une aile de l'État qui défend l'État et la société, donc a le droit de déclencher une machine de contestation par rapport à une décision judiciaire. Est suspensive. Peut-être pas parce qu'ils n'ont pas décliné les différents détails de la mise en œuvre de la mise en œuvre de cette folie, mais en tout cas, il a le droit de le contester. Et si ce procureur a de l'influence sur la justice, et nous connaissons la connivence, même de par le décorum esthétique, vu que le procureur et le juge rentrent en même temps, contrairement au système américain que vous avez cité tout à l'heure, il y a un risque en la demeure. Imaginez que vous avez exécuté un jugement il y a 30 ans, et à travers ce jugement, c'est des dommages et intérêts par rapport à un accident mortel ou autre, et que vous avez investi, vous demandez de les rembourser. Vous demandez de les rembourser, c'est totalement faux. Est-ce que ce genre de là, toi qui es docteur en droit international, donc tu fais du droit comparé, donc est-ce que ça existe ailleurs? Ça pourrait exister, mais avec beaucoup de garde-fous. C'est-à-dire, si on va contester un jugement, il faut déjà qu'il y ait des cas.
Quels sont les cas qui vont faire réagir un procureur après 30 ans pour pouvoir le réviser? Ça peut avoir du bon, mais en matière pénale, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Oui, voilà. C'est l'affaire du pullover rouge qu'avait défendu Maître Badinter. C'est d'autres affaires où vraiment on a condamné à mort et que un détail a réapparu à la dernière minute, etc. Donc effectivement, on peut contester. Mais en matière civile, quand on traite des droits et des obligations, pourquoi le procureur aurait intérêt? Ce sont les intérêts de personnages et d'acteurs privés. Que vient faire l'ordre public là-dedans? Que vient faire la défense justement de l'État là-dedans? Ce sont les droits et les obligations de parties privées. Pourquoi le procureur viendrait-il contester? C'est le code de procédure civile. On ne parle pas de code de procédure pénale. Donc c'est vraiment, et c'est là où c'est important, parce que dans le Maroc d'aujourd'hui, où on va vers 2030 avec la Coupe du Monde, il faut que dans le doing business et que la sécurisation et la confiance des entreprises, c'est aussi la sécurité juridique. Absolument. Et pour les investisseurs. Lorsqu'une multinationale intervient et veut investir au Maroc, elle fait une due diligence pour savoir éventuellement qu'est-ce qu'on risque. L'état de la justice au Maroc avec... Un troisième point. Un troisième point, c'est ce que j'ai appelé dans plusieurs conférences ou plusieurs entretiens, l'apartheid judiciaire. Vous imaginez l'apartheid judiciaire. L'apartheid judiciaire. Je donne un peu une image histoire que le gouvernement se réveille. Vu que le gouvernement a un arrière-plan extrêmement mercantile et financier, peut-être qu'il devrait voir du côté de l'état de droit et de la Constitution et surtout de la paix sociale et de la justice d'une manière générale. L'apartheid judiciaire, c'est que par exemple, ce code prévoit à ce que plus de 30 000 dirhams, vous n'avez pas le droit de faire appel. C'est-à-dire que... Quand on parle de... Tu dis plus de 30 000 dirhams, c'est une affaire dont l'enjeu financier est de 30 000 dirhams à moins de 30 000 dirhams. On peut faire quand appel. Le juge de première instance statue 30 000 dirhams et que vous n'êtes pas content, vous n'avez pas le droit de faire appel. 30 000 dirhams. Inférieur à 30 000. Inférieur à 30 000 dirhams. Inférieur à 30 000 dirhams, vous n'avez pas le droit de faire appel. Inférieur à 80 000 dirhams, vous n'avez pas le droit de pourvoir en cassation. On explique à ce gouvernement... Du coup, de quoi? C'est quoi? On veut économiser de l'argent sur des dossiers qui n'ont pas de gros enjeux financiers, c'est ça? L'argument de ce gouvernement et du pouvoir judiciaire qui malheureusement interfère aussi dans la légifération, par des preuves que nous avons, vu que, par exemple, le staff du ministre de la Justice, c'est en grande majorité un staff de magistrats, donc qui sont encore liés au pouvoir judiciaire et mis à disposition du gouvernement, ce qui fait un peu confusion des genres, contrairement à la Constitution qui parle de séparation des pouvoirs. Et les juges sont censés être apolitiques. Ça ailleurs? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non. Que le staff du ministère de la Justice soit composé de magistrats? Non, le staff du ministre de la Justice peut être composé de magistrats, mais il ne légifère pas, dans le sens que vous avez parfois... Par exemple, je vous donne l'exemple de l'article 17 dont je vous ai parlé. Même le ministre lui-même, qui est un confrère du barreau de Rabat, était contre l'idée. Comment se fait-il que cet article 17 réapparaisse dans une commission de justice? C'est qu'il y a quand même des influences qui sont extra-constitutionnelles. On en reparlera. On en reparlera. Ça veut dire... pour qu'on comprenne des mots d'un point de vue... Non, mais... J'aimerais établir d'un point de vue institutionnel pour comprendre comment tout cela fonctionne derrière. Là, sur ce plan-là, parce que là, par contre, c'est extrêmement important. Si je comprends bien, une affaire qui est de moins de 30 000 dirhams, et puis moins de 30 000 dirhams, ça peut être... on en parlait avant qu'on enregistre l'émission, ça peut être tout simplement, vous êtes propriétaire, vous avez un... C'est 10 ans de loyer dans des régions reculées. Vous avez un locataire qui ne vous a pas payé. C'est 10 ans de loyer, c'est un foncier, un terrain foncier, c'est une fortune, 80 000 dirhams ou 30 000 dirhams dans certaines régions du Maroc, il ne faut pas croire. Est-ce que ce gouvernement qui est composé d'hommes d'affaires croit que le Maroc, c'est Casablanca? Non. Mais bien évidemment que 30 000 dirhams est une fortune dans des régions reculées. Mais alors, l'esprit, c'est quoi? C'est que... Alors, la Libye, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de l'argument. Encore une fois, l'esprit. L'argument de ce gouvernement, c'est de dire qu'en fait, il faudra décongestionner la justice. Mais décongestionner la justice, ça veut dire recruter des magistrats. On est encore à 4 500 magistrats et 2 000 ou 2 800 qui sont au front, c'est-à-dire qui sont dans les tribunaux. Tout le reste est dans les conseils supérieurs, sont affectés. Donc on a 2 800 opérationnels. 2 800 opérationnels sur 40 millions d'habitants. On va certainement avoir le recensement dans pas longtemps. Sur 40 millions d'habitants, nous avons 2 800 magistrats. Pour un magistrat, ça fait combien? Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce qu'on sait combien de dossiers? Alors je sais qu'il y a...
C'est 5... 6 ans, quand je faisais encore les émissions à la radio, Oui. on avait eu les chiffres à l'époque, mais là, aujourd'hui... C'est 5 à 6 millions de dossiers. 5 à 6 millions de C'est dossiers. 5 à 6 millions de dossiers qui sont traités par 2800 avocats. Quand vous faites le calcul, c'est juste Alors, scandaleux. je prends mon truc pour donc on n'est pas on n'est plus dans une justice, on est 5 dans millions de dossiers. Non mais oui, mais je vois, 5 millions de dossiers annuels. Allez, oui, tout ça. Divisé par 2800. Rien qu'on divorce, c'est 350 000. Hein. Oui, on pourra en parler. Ça fait 1785 par magistrat. Tout à fait. Dans l'année. Si je divise par 365, ça voudrait dire 4,8 dossiers en travaillant tous les jours, même jours fériés, dimanche, samedi, et tout compris. Tout à fait. Quasiment 5 dossiers Parfois, chaque dossier contient 8 boxes de documents avec des tournures extrêmement complexes. Les magistrats doivent absolument être gratifiés. Vous ne pouvez pas être 3 magistrats dans un bureau. Vous ne pouvez pas avoir les salaires qu'ils ont. Voilà, vous ne pouvez pas avoir autant de dossiers par an. Ça veut dire que vous tuez la nécessaire intime conviction et la nécessaire émotion humaine qui doit arbitrer et départager les Marocaines et les Marocains. Sur la timeline d'un dossier civil, encore une fois, que représente la partie forme et la partie fond? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a fait des études sur ce sujet? C'est-à-dire des délais? Oui, enfin le temps, on va dire même le temps heure que le magistrat avec ses équipes doit passer sur la forme et ensuite sur le fond. Alors un dossier entre les différentes audiences, c'est entre 1 et 2 ans. Ouais. En moyenne, plus ou moins. Le magistrat, vu les chiffres que nous avons trouvés et les conditions de travail, il ne traite la forme et le fond qu'une seule fois en jugeant le dossier. Une seule fois. Une seule fois. Et si le code de procédure civile avait à faire des révisions, c'est éventuellement celle-là. Ça veut dire d'enrôler le dossier, de traiter le côté forme d'abord pour ne pas faire perdre du temps à 2 acteurs, que sont le justiciable et la défense. Il y a certains magistrats, et je les félicite, qui, pendant le procès, eh bien, rectifient, corrigent. Vous savez que le code de procédure civile ne leur permet pas. Mais grâce à leur conscience, et à leur bonne relation avec la défense, ils permettent de réactiver le tir. Attention, il y a un problème sur la forme, il faudra éventuellement rectifier la tendance. Alors, on a eu 3 points. Est-ce qu'on a un dernier et après on conclura? Il y en a plusieurs. Mais bon, ça c'est les 3 principaux. Et vous avez à peu près l'idée de la chose. On en parlait, puis on pourra... Vous voulez un 4e point? Allez, un 4e point après. Un 4e point, c'est que la justice peut à n'importe quel moment du procès, un magistrat peut déclarer que vous êtes de mauvaise foi. En fait, c'est un procès dilatoire, vous êtes de mauvaise foi. Il n'y a absolument aucune règle de prévue pour définir qu'est-ce que la mauvaise foi. Quand est-ce que la mauvaise foi intervient, avant ou après? Est-ce que c'est la forme ou c'est le fond? Mais autre chose, c'est que cette mauvaise foi dans le nouveau projet de loi prévoit pour le magistrat une capacité d'opposer une amende au justiciable. Maintenant, la question qui se pose, cette amende, admettons qu'on aurait tout oublié, cette amende, elle est opposable à qui? Au justiciable ou à la défense? Ok. Le justiciable va venir vous dire, mais moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas spécialiste, c'est l'avocat. Il faudra faire l'amende contre l'avocat. L'avocat viendra vous dire, mais attendez, moi j'ai été mandaté, je fais que représenter les intérêts. Qui a rédigé ce code de procédure civile? Et pourquoi? Et comment? Qui a rédigé ça? Bon, il faut poser la question là-bas. Bon, mais je pose la question d'une manière... J'ai compris, c'est rhétorique et puis c'est un peu érodique aussi. Dernière question, parce que la forme, et on en parlait aussi tout à l'heure, on est à l'ère de la digitalisation, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner un temps monumental et considérable en confiant la forme à l'intelligence artificielle, puisque dans vérifier qu'un dossier est instruit dans les formes, il n'y a pas de, il y a pas de subjectivité. Avant l'intelligence artificielle, déjà le procès numérique. Oui. Vous avez par exemple le réseau professionnel numérique des avocats en France, tout aujourd'hui en matière de procès civil.
Tout se fait aujourd'hui par voie électronique. Vous déposez les conclusions, les mémoires en défense, les conclusions responsives, les pièces jointes, tout le reste, enfin toute la formalisation du dossier, vous la posez en matière numérique. Ça vous fait moins de monde dans les tribunaux, évidemment moins de corruption, et puis ça va un peu plus vite. Et les magistrats, ça les décongestionne pour pouvoir... Et ils se concentrent sur le fond. Sur le fond, tout à fait. Tout à fait. Le procès pénal, ce n'est pas forcément une bonne idée, de par le fait qu'il y a une intime conviction et une émotion. Non. Et bien sûr, en tant qu'avocat... plaideur, on tient quand même de tradition aussi. Voilà. Avec ton père, on lui rend hommage aujourd'hui. Merci beaucoup, Omar, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous en savez un peu plus. On a essayé de vous décrypter tout ça. Et si ça vous intéresse, et ça devrait vous intéresser, vous pouvez essayer de vous y plonger. Et on suivra le dossier, bien évidemment, en l'espèce. C'est le mot que j'aime bien dire quand on est... Je suis avec un homme de droit. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne étinée, une bonne journée, parce qu'à quel moment, ça dépend à quel moment vous regardez cette émission. Et je vous dis à très vite dans Parole d'Expert sur H24. À bientôt. Bye.